gens-là qui n'ont qu'une idée, c'est de détruire tout ce qui est musulman. Chiite, sunni, c'est un autre sujet, mais tout ce qui est musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un État africain qui a la bombe nucléaire. On n'a pas le droit d'avoir un État musulman qui n'a pas la bombe nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire. Qui a utilisé l'arme nucléaire? Les États-Unis 2 fois. C'est les États-Unis. La grande démocratie. Où se sont passées les 2 plus grandes guerres mondiales? En Europe. En Europe. Pas d'Africains, pas de musulmans. Mais c'est nous qui sommes considérés comme dangereux en la possession de l'arme nucléaire. Posez-vous les bonnes questions, messieurs. L'Iran a signé. Une fois de plus, Israël agit sans aucune conséquence. Bombardement. Violation du droit international. Silence total des grandes puissances. Mehdi Guézard dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Une prise de parole coup de poing que vous ne verrez pas sur les grands médias. De communication, c'est évident. Juste avant, je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre invité. Depuis 1948, 229 résolutions de l'ONU contre la colonisation à Gaza ont été faites par l'Organisation des Nations Unies. Aucune n'a été respectée. 229 résolutions. Donc je ne sais pas si c'est l'ONU, c'est tous les pays du monde, sauf Israël, il faut me dire. Mais ce pied de nez constant aux résolutions et aux devoirs par rapport au respect des lois de l'ONU, c'est inadmissible. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez un dénominateur commun à ce qui se passe actuellement dans le monde, à toutes les tergiversations qui se passent actuellement, déjà au Proche-Orient, entre le dénominateur commun de ce qui se passe au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et au massacre de Gaza. Maintenant, vous me mettez quelle est la pierre angulaire entre tous ces conflits et vous allez trouver que c'est Israël. On a à la tête d'Israël un homme qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt, un mandat de recherche de la Cour pénale internationale. Et personne, aujourd'hui, ne trouve à redire qu'un homme qui est recherché par la CPI peut attaquer des pays comme bon lui semble. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je veux dans votre sens, cher Noël. Vous avez le branle-bas de combat de toutes les chaînes de rédaction des médias mainstream qui vont vous sortir que c'est normal qu'il attaque l'Iran parce que l'Iran a la possibilité de se doter de l'arme nucléaire. Et que pour se doter de l'arme nucléaire, il faut être validé, entre guillemets, par l'Organisation des Nations Unies. Donc, je reprends, pour être validé, pour avoir l'arme nucléaire, il faut être validé par l'Organisation des Nations Unies qui a fait 229 résolutions contre le pays qui attaque l'Iran parce qu'elle ne respecte pas l'ONU. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. Il n'y a rien qui vous dérange dans tout ça. De surcroît, c'est un secret de polichinelle que nous savons tous que dans les années 60 à 70, l'arme nucléaire, la bombe atomique a été transmise à Israël. En catimini. Par Guy Mollet. Par la France. Par la France, sans aucun justificatif face à la salle que nous voyons derrière nous. Donc, nous avons un jeu de dupes qui est matérialisé, poussé et instrumentalisé par des médias qui sont à la botte de certains lobbies. Il faut savoir dire les choses. Les mots ont un poids. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que peu importe les justificatifs que pourra donner l'Iran, ça ne servira à rien devant ces gens-là qui n'ont qu'une idée, c'est de détruire tout ce qui est musulman. Chiite, sunni, c'est un autre sujet, mais tout ce qui est musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un État africain qui a la bombe nucléaire. On n'a pas le droit d'avoir un État musulman qui n'a pas la bombe nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire. Qui a utilisé l'arme nucléaire? Les États-Unis 2 fois. C'est les États-Unis. La grande démocratie. Où se sont passées les 2 plus grandes guerres mondiales? En Europe. En Europe. Pas d'Africains, pas de musulmans. Mais c'est nous qui sommes considérés comme dangereux en la possession de l'arme nucléaire.
Posez-vous les bonnes questions, messieurs. L'Iran a signé, Mahdi, le TNP, le traité de non-prolifération, alors qu'Israël ne l'a pas signé. L'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne s'est jamais, curieusement, intéressée au programme atomique développé par l'entité sioniste, notamment la centrale de Dimona. Et à chaque fois, seulement cette année, il y a eu au moins deux inspections du directeur de Grossi, rappelle Grossi de l'agence AIUA, qui a été d'ailleurs critiqué par Téhéran parce qu'il dit que nous n'avons pas pu accès, nous n'avons pas pu avoir, etc. Combien d'inspections en Israël de l'AIUA? Il n'y a jamais l'accès d'inspection, parce que Israël ne reconnaît pas l'existence des armes avec des ogives nucléaires. Elle a la centrale de Dimona qui a été d'ailleurs bombardée partiellement par l'Iran. Et maintenant, dans le discours, Mahdi, le discours de Netanyahou, qui c'est vrai, un criminel de guerre poursuivi par la Cour pénale internationale, maintenant on ne parle plus uniquement du programme nucléaire. Maintenant, il faut détruire aussi le programme des missiles balistiques. Oui. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer, qu'il faut changer le régime. De quel droit un État voyou, parce qu'il faut le nommer ainsi, Israël, se donne le droit de vouloir changer le régime d'un État souverain? Et comment on trouve ça normal en évoquant la défense? Maintenant, on veut même aller plus loin, parce que si vous lisez ce qu'écrivent la presse sioniste, on veut démanteler l'État iranien. Comme ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils ont affaibli tous les pays voisins de cette entité, la Syrie, l'Iran, le Soudan, le Yémen, etc. Maintenant, on passe. Et quoi d'autre encore? La Libye également, et la Somalie, et également le Liban aussi, d'autres États. Et là, maintenant, on parle de programme nucléaire, programme balistique, changement de régime, etc. Et du côté occidental, certains pays qui sont pourtant membres permanents du Conseil de sécurité, censés respecter la paix et la sécurité de le monde, qui évoquent le droit de l'entité sioniste de se défendre. Mahdi a raison. Il y a de quoi se poser des questions sur ce point. Pour moi, l'ONU, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, l'ONU ça a succédé déjà à la Société des Nations qui a été remplacée parce qu'elle n'a pas fait son travail pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'ONU ne fait pas son travail de pacificateur mondial. Mais moi, l'ONU est malheureusement aujourd'hui sous diktat de certains lobbies occidentaux, et l'ONU n'a plus le pouvoir qu'elle devrait avoir. L'ONU est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est ça tout le drame de l'ONU actuellement. C'est ce deux poids deux mesures constant et permanent, sans mauvais jeu de mots avec justement les 5 membres permanents. Et c'est pour ça que l'Algérie insiste pour la réforme. C'est un drame qui se passe sous nos yeux et qui est favorisé par tout ce qui est médias mainstream à la botte de certains lobbies. Alors, l'ambassadeur Amar Ben Jamal a évoqué les risques d'incidents radioactifs majeurs, comparables à ceux de Tchernobyl. Est-ce qu'aujourd'hui, la crédibilité du système de non-prolifération nucléaire est remise en cause? Mais depuis longtemps, on parle de la Palestine occupée, de la part des barbares sionistes qui viennent d'Europe. Il faut rappeler que c'est les Européens. L'ONU, c'est 3 membres permanents occidentaux contre 2 non-occidentaux, donc ça explique déjà cette mensuétude vis-à-vis de cet État créé par l'Occident. C'est une excroissance occidentale. Il faut éviter le côté juif, machin, ça c'est du baratin. C'est l'Occident au Moyen-Orient, c'est la 9e croisade. Mais c'est des lobbies également. Et c'est la raison pour laquelle tous les lobbies, tout concourt à ça, parce qu'ils sauvent leur petit bébé. Maintenant, il y a 2 choses que je voudrais dire. Les risques nucléaires sont réels, parce qu'effectivement, ils ont bombardé Natanz, ils ont bombardé différents sites, mais ils n'ont pas touché en profondeur. Absolument, Machad. Mais ils n'ont pas touché en profondeur. D'abord, une chose, on peut s'enorgueillir de quelque chose de formidable pour l'Algérie, c'est que lorsque le président allemand, le chancelier allemand va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour lui demander... Le président. Parce qu'il va téléphoner à l'Algérie, c'est pas pour leur demander, c'est pas pour la politesse, c'est parce qu'il sait qu'il y a un levier. Parce que l'Algérie est toujours dans une position médiane, elle discute avec tout le monde, avec l'Iran, les Russes, les Américains, sauf les sionistes, et c'est normal parce que c'est des criminels. À côté de ça, la problématique qui se pose, c'est aujourd'hui de se dire, il faut se projeter. Le cancer du Moyen-Orient, et j'utilise le terme à dessein, cet État fabriqué par l'Occident, a détruit la région. Il faut être très clair, avant que ces gens n'arrivent là-bas, il n'y avait pas de guerre. Tout le monde vivait en parfaite intelligence, toutes les religions. Ils sont arrivés, ils ont commencé à métastaser. Ils ont détruit quand même la Suisse du Moyen-Orient, le Liban, ça a été dit. Ils ont détruit l'Irak, la première puissance industrielle du Moyen-Orient. Ils ont alimenté une guerre entre l'Iran et l'Irak. Ils ont détruit la Somalie, il faut le rappeler. Le Soudan, il faut le rappeler. La Libye, indirectement, ça les a arrangés. Il y a même eu des velléités de menaces sur l'Algérie. Rappelez-vous ce fou de professeur à l'université hébraïque qui commence à dire l'Algérie la prochaine cible, M. Masri. Donc ce M. Masri, il a oublié qu'il faut d'abord passer le cap de l'Iran. Or, l'Iran n'est pas la Libye, l'Iran n'est pas le Liban, l'Iran n'est pas un petit pays. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est une très grande puissance culturelle et industrielle. Et surtout, c'est un pays qui a pris le temps de développer depuis 2000 des systèmes balistiques extraordinaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le risque nucléaire existe. Mais les Américains disent aux sionistes, ne le faites pas. Les sionistes ont passé outre
la parole américaine. Ils n'ont pas voulu les écouter. Ils n'ont pas voulu écouter Trump. Ils ont dit on va y aller, on va l'entraîner avec nous. Et il se trouve que le courant isolationniste aux États-Unis est très fort. Et on a marre d'Israël. Et il se trouve que Trump a donné 2 semaines pour stopper. Parce qu'il sait que dans 2 semaines, ce sera quasiment n'importe quel missile qui passe et qui fait un strike. Donc il faut bien comprendre la chose. C'est que le risque de cet État voyou, Rock State, c'était dit à l'époque par Bush, et ben on le dit maintenant, cet État voyou est un risque génocidaire, on le sait déjà, mais surtout un risque de faire vraiment des catastrophes écologiques. On appelle ça un écocide. Et il faut comprendre aussi que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils prennent une leçon. Et aujourd'hui, c'est là où je me sens un peu rassuré, on a ces images qui arrivent de partout. Pour la première fois depuis qu'ils ont créé cet État fantoche, aujourd'hui, les sionistes ont pris une raclée. Le siège du Mossad liquidé, le ministère de l'Intérieur liquidé, des bases industrielles liquidées, le port de Haïfa liquidé, le champ pétrolier palestinien qu'ils ont volé généreusement liquidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent une fessée comme jamais ils ont prise, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec une certaine fierté, Netanyahou, ce criminel de guerre avec Smotrich et Ben-Gvir et puis Galland, donc ces criminels qui sont les Hitler du Moyen-Orient, retiennent, je le dis bien, leur population en otage. Est-ce que vous savez que toutes les rampes de lancement de missiles parlent des villes? C'est pas la périphérie, c'est dans les villes qu'elles sont. Et que les Iraniens les ont détruites. Est-ce que vous savez qu'il refuse le départ de sa population? Il a envoyé ses envoyés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, et c'est ça qui est intéressant, ils nous ont vendu l'invincibilité. Ils étaient intouchables. Dôme de fer. Ils avaient tous des abris anti-aériens, ce qui est un mensonge. Je les vois dormir dans le métro, ça fait rire, des abris. Et surtout, les gens ont perdu leur maison. Est-ce que vous croyez qu'un sioniste qui vient d'Europe et qui a une maison en Europe se dit je vais retourner dans une terre où je suis détesté par tout le monde? Est-ce que vous croyez qu'il va prendre le risque sur sa vie, sa peau et sa famille? Eh bien, ces gens-là aujourd'hui, je le dis parce que moi, les populations civiles qui meurent, quelles qu'elles soient, ça m'écoeure. Eh bien, je dis simplement à ces gens-là, vous avez écouté ce fou dangereux, ces génocidaires. Maintenant, vous payez le prix de votre sauvagerie parce que l'Iran est une grande puissance et qu'elle monte crescendo. Je vous laisse regarder les derniers missiles tirés, personne ne les comprend. Avec des trajectoires qui ne sont pas balistiques. Il faut aussi savoir qu'il y a une grande révolte au sein même de la population israélienne et des grandes manifestations pour le départ du génocidaire Netanyahou. Tu as vu, je coupe 2 secondes parce que c'est un régal ça. Vous avez vu la manifestation de jeunes, qu'ils ont compris qu'ils étaient pris en otage, jeunes israéliens, qui disaient aux Iraniens en anglais on est désolé, we're sorry, arrêtez la guerre, ne nous bombardez plus, voilà où on en est. C'est-à-dire que ça les faisait rire de voir les Palestiniens mourir par milliers, avec des maisons aplaties. Ça les faisait rire de voir les hôpitaux bombardés, 37 quand même. Ça les faisait rire de voir effectivement le massacre des Libanais. Ils étaient à la plage, ils faisaient la fête au moment de l'assassinat de Nasrallah, qui est un chef politique. Mais aujourd'hui, ils rigolent plus. Et c'est là où le changement va se faire. C'est pour ça que j'essaie d'être positif malgré tout. Je pense que cette raclée qu'ils viennent de prendre va changer le paradigme régional. Il faut se rappeler que Netanyahou a dit nous allons remodeler le Moyen-Orient et c'est lui qui est en train de se faire pâte à modeler. Il y a la prise en otage de la population, pardon, Mehdi. Il y a une prise en otage, pourquoi? Parce qu'il y a une censure militaire qui est imposée. Vous savez qu'il est interdit aux médias de montrer des images, y compris par téléphone. Et on a interdit à Al Jazeera de faire le direct, on a saisi le matériel de TRT, qui est la chaîne turque, et tous les journalistes arabes qui sont accrédités au sein de l'État antisioniste sont soumis à des contrôles et même à des autorisations écrites. Et c'est vrai qu'il y a une fuite massive, parce qu'il est en train de fuir l'antisioniste à travers des embarcations vers Chypre, et beaucoup d'experts dont des chiffres, par exemple depuis 2024, qu'il y a eu au moins 1 million d'habitants de l'entité sioniste qui ont quitté ce territoire. Si ces habitants étaient attachés à cette terre, supposé, parce qu'ils nous disent que depuis 3000 ans, ils ont cette terre, la Judée-Samarie, etc. Pourquoi ils la quittent? Les gens de Gaza, par contre, malgré la famine, malgré les bombardements, malgré le manque de nourriture, malgré les harcèlements, malgré toute forme de violence, ils sont restés à Gaza. Ça veut dire que c'est leur terre. C'est ça la grande différence entre un peuple qui a spolié des terres et d'autres qui sont sur leur terre. Est-ce que vous avez vu aussi le scandale, excuse-moi, le scandale qu'il y a eu quand Netanyahou a fait une déclaration à la presse en disant « Moi aussi je souffre, j'ai dû annuler le mariage de mon fils ». Ça a fait un tollé. Les gens enterrent leurs enfants, les gens enterrent leurs proches, et lui se plaint d'avoir annulé le mariage de son fils à cause de l'Iran. Vous imaginez le décalage névrotique de ce mec. Alors... Donald Trump d'ailleurs, effectivement, fait plusieurs posts dans la journée, parfois contradictoires, parfois cohérents, parfois incohérents. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il n'y a pas de lecture claire, notamment, de ce conflit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le dôme de fer a des allures de dôme de papier, de dôme de carton. Voilà. Et c'est la nouvelle donne de ce conflit, effectivement. Peut-être qu'il y a une erreur d'évaluation et d'estimation, notamment de l'Iran, de ses capacités militaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis sur un principe très simpliste,
L'Iran, depuis des années, est sous embargo. L'Iran, depuis des décennies, est sous blocus. Donc, elle est forcément affaiblie. Ça a créé l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a encouragé une dynamique de production locale, interne. Shihab, Sigil et autres, y compris les missiles hypersoniques, ont été produits d'une manière locale. Locale avec une technologie performante. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que, avant même le début de cette guerre, l'entité sioniste s'est attaquée d'abord aux chercheurs, aux scientifiques notamment du nucléaire, aux scientifiques iraniens, pour anéantir les velléités, surtout, mais la technologie iranienne qui aujourd'hui a fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des missiles qui atteignent leur cible sur le territoire sioniste, les territoires occupés, notamment palestiniens. À l'époque, c'était 95-98%, notamment de taux de réussite, notamment par rapport aux missiles antiaériens. Je rajoute à cela aussi cette pénurie, notamment des missiles antiaériens. Et d'ailleurs, c'est là où je rejoins. Effectivement, les États-Unis est venu à la rescousse avec un chargement qui a été acheminé il y a 2 jours, effectivement. Mais encore une fois, cela sous-entend qu'aujourd'hui, les États-Unis révise sa feuille de route, notamment avec un Donald Trump qui est tiraillé, effectivement, entre cette bienveillance, cette coopération, ce soutien indéfectible, idéologique et même dogmatique des États-Unis, historique envers l'entité sioniste, et en même temps envers une guerre qu'il n'a pas demandé, une guerre qui peut lui coûter aussi, politiquement parlant, notamment des lacunes et des défaillances. On rappelle qu'il a souvent dit qu'il ne voulait plus que les États-Unis soient le gendarme du monde et du Moyen-Orient. Vous savez, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, contrairement à ses prédécesseurs. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans la transaction, qui est plutôt dans la politique du business. Notamment, c'est du donnant-donnant. Or, aujourd'hui, il voit qu'effectivement, cela peut l'engager dans un bourbier, à ne pas en finir. Effectivement, il veut éviter les erreurs de ses prédécesseurs, l'Irak, l'Afghanistan et autres, en essayant de minimiser effectivement son engagement. C'est un engagement qui reste... Il était contre la guerre. Exactement, c'est là où je veux en venir. Il a cette phobie de ne pas vouloir ressembler à ses prédécesseurs, y compris notamment du va-t-en-guerre. Donc lui, c'est pour ça d'ailleurs il se targue de dire je n'ai pas de prix Nobel, parce qu'il se voit effectivement comme un pacifiste, comme quelqu'un, un homme de paix, un homme de dialogue. Mais AIPAC et lobby juif sioniste obligent, il est obligé de s'inscrire notamment dans cette dynamique de soutien. Sauf que le soutien aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est sur des sables mouvants, puisqu'encore une fois, il suffit juste de revenir sur sa dernière déclaration qui dit « Donnons-nous 2 semaines pour réfléchir ». Les sionistes, les Israéliens n'ont pas 2 semaines pour tenir, parce que vous avez face de vous un Iran qui peut s'inscrire dans une guerre d'usure, une guerre de long terme, donc il a largement et le temps et les moyens et les outils pour pouvoir justement mettre à genoux cette entité sioniste. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut rajouter. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez par rapport à Trump qui aurait donné son aval. Je pense que, parce que c'est beaucoup plus flou. Trump, effectivement, s'inscrit dans la logique de on ne va pas en guerre, c'est vraiment l'isolationnisme américain. Mais je pense que Netanyahou, qui est un type qui n'écoute personne et qui est détesté par tout le monde, en vérité, il représente une chose, mais lui, il est détesté. Netanyahou a fait un pari de forcer la guerre en disant on va entraîner l'Amérique avec nous. Et la problématique aujourd'hui, je ne dis pas dans la marre de café, mais on sent bien que Trump, il est sur deux coups à coup. On y va, on n'y va pas. Là, quand il dit par exemple 2 semaines, c'est un suicide pour les sionistes. Parce que la faute des sionistes, c'est d'avoir sous-estimé l'Iran de façon incroyable. Et surtout, il faut voir le rapport. Les Iraniens maîtrisent le ciel, ont des satellites espions, ont parfaitement cartographié le territoire et ont surtout développé quelque chose que personne n'attendait. Parce que les sionistes n'ont pas cru à cela. C'est les missiles hypersoniques, Mach 1, 2, 3, bref, des choses incroyables qu'ils n'attendaient pas. Aujourd'hui, leur dôme de fer, ce dôme de carton, c'est un carton effectivement. Et ce qui se passe, je pense que Trump, parce que c'est de l'arrogance toute naturelle de Netanyahou, Trump a dit il va prendre une leçon. Et il va arriver en bout de course pour essayer de négocier. Mais aujourd'hui, le remodelage du Moyen-Orient voulu par Netanyahou est un échec, puisqu'évidemment, maintenant, quand on voit l'état de son territoire, on se pose des questions. Et surtout, l'idée de se dire le grand Israël, superpuissant, invincible, intouchable, n'existe plus. Ça a fait long feu. Et ils ont un retard. Non seulement les sionistes ont un retard sur les hypersoniques, mais les Américains sont en retard. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le lead, c'est qui? C'est les Russes, les Chinois et les Iraniens. Et on n'attendait pas les Iraniens au niveau des Russes et des Chinois. C'est en cela que je dis, moi je pense que le pari fait par Trump, c'est quoi? C'est un homme qui se rêve prix Nobel, effectivement, parce qu'il a tenté la paix. Rappelons-nous quand même, de sa première mandature, les accords d'Abraham, lui, c'est l'obsession, c'est la paix par l'argent. C'était une négociation. Bon, il voit que ça ne marche plus. Et aujourd'hui, il se retrouve avec un Netanyahou qui, de toute façon, est fini politiquement, qui va devoir finir une guerre bon an, mal an, avec des Iraniens qui iront jusqu'au bout. Et quand Badis dit très justement, l'Iran a le temps pour lui, c'est quoi? L'Iran a fait 8 ans de guerre contre l'Irak. Il avait le monde entier contre lui, ils ont tenu.
avec le monde entier sans armes. C'est de résilience. Tout à fait. Donc en cela, ils tiendront. Et puis surtout, ils ont voulu fragmenter la société iranienne. Ça a été un échec. Quand on frappe un pays, ça n'existe pas d'ailleurs, quand on frappe un pays, tout le monde se met avec son dirigeant. Patriotique. Voilà, c'est un mouvement patriotique très puissant, qu'il soit islamiste ou qu'il soit nationaliste. Les Iraniens ont développé l'islamo-nationalisme. Donc c'est fait un mix des deux. Ils sont sortis du paradigme ultra-religieux pour faire alliance avec de grandes puissances. Donc je pense que là-dessus, on verra dans les semaines qui viennent. Je pense que Trump peut nous surprendre dans le bon sens comme dans le mauvais, mais je pense qu'il y a plus de chances de bon sens. Après, il faut rappeler que Trump a salué immédiatement Tout les à fait. opérations israéliennes Oui, en disant absolument. qu'Israël faisait du bon travail. Donc c'est ça, de mon point de vue, qui montre qu'il y avait un feu vert, Vous pensez une pas acceptation. Vous ne pensez pas que c'est la méthode Coué? Parce que je pense que personne ne pouvait espérer une totale réponse de l'Iran comme elle a eu lieu. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je disais, il utilise les Israéliens en réalité pour Il avoir un utilise la accord méthode- sur le il nucléaire. Non, je pense qu'il utilise la méthode Coué pour dire tout n'est pas perdu, on peut négocier encore, ne vous inquiétez pas, vous sortirez par la grande porte. Aujourd'hui, les guerres se gagnent par les médias. Je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, la guerre médiatique est perdue C'est clair. pour Israël. La Elle a guerre été perdue médiatique avec est Gaza perdue. déjà là-bas. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont attaqué les premiers. Là, on parle sur le plan de vue de l'Iran. Ils ont attaqué les premiers et pour eux, ça allait être fait en 24-48 heures. Tout à fait. Et ils sont tombés sur un os qui n'arrive pas. La démystification de l'invisibilité, de l'invisibilité israélienne a été totale. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui habitaient sur les territoires occupés et qui ne pensaient pas que c'était un pays en guerre. Parce que la guerre se faisait hors de leur territoire. Aujourd'hui, ils sont impactés par la guerre. La résilience n'est pas la même en Iran, n'est pas la même à Bagdad, n'est pas la même à Damas, qu'est la même à Tel Aviv. Exactement. Et dites-vous une chose, que dans tous les conflits du monde, peu importe l'intensité des combats, il y a toujours des négociations qui se font en off. À tout moment du conflit. Ça a été même dit aujourd'hui que Aujourd'hui même, des voilà. négociations. Aujourd'hui même, ça off c'est entre ça les c'est ça c'est Iraniens du- et ça les c'est pas du Américains. off, c'est ce qui a été déclaré aux médias. Mais dès les premiers jours, dès les premières détonations, les négociations ont commencé. Et c'est ça qui est important, c'est de pas, je le dis face caméra, c'est de ne pas, en quelque sorte, perdre le premier. Celui qui arrête le premier, c'est lui qui a perdu. Ouais, c'est pour ça le facteur temps en réalité. Exactement, la le résilience facteur temps est très dans- important pour l'un comme pour l'autre. La diplomatie conflit. n'est jamais Pardon. rompue au fait en temps de guerre, effectivement, comme tu le dis à juste titre, Mehdi. Il faut rappeler aussi que le rapport de force contribue notamment dans ces négociations. Tout à fait. Rappelez-vous, avant-guerre, avant l'attaque, l'agression notamment de l'entité sioniste, on était dans des négociations entre les États-Unis et l'Iran via Oman comme médiateur. On commençait à avoir certaines avancées, effectivement. La divergence sur le taux d'enrichissement ou un enrichissement externalisé à l'extérieur, mais on avait une lueur d'espoir. Il y avait une Effectivement, acceptation d'idées d'enrichissement. absolument, qui a été anéanti, Tout à fait. et là aussi peut-être le timing et la volonté notamment de l'entité sioniste à vouloir effectivement phagocyter, Profiter de la saboter, faiblesse régionale de phagocyter, l'Iran, ça, il faut pas nier, absolument, par pour rapport à ses reconfirmer. alliés régionaux. Absolument, le chaos organisé, ce qu'on Bien appelle le sûr. chaos organisé. Mais encore une fois, les États-Unis aujourd'hui, je pense, Donald Trump et ses conseillers de l'État profond lui conseilleraient davantage de ne pas s'immiscer dans le sillage d'un Netanyahou suicidaire, Oui. je rappelle. C'est Ah, il quelqu'un joue son bateau de toute façon. Mais en tout cas, extrémiste. Badis, on rappelle également que l'USS Nimitz, donc un porte-avions, le porte-avions le plus puissant des USA, est dans la région. dans la région et pour cause. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, nous avons. Absolument. Nous avons, les États-Unis aujourd'hui a des intérêts dans la région, Oui. donc des intérêts notamment de base militaire. Et les Entendons-nous. B2 ont Pas été une- envoyés à Diego Garcia aussi dans le Pas Absolument. uniquement Badis, il ne faut pas oublier aussi le détroit d'Ormuz. On Non, non, passe je vais- 20% les intérêts des capacités pétroliers. énergétiques. Laissez-le finir juste pour. Non, j'y viens justement. Donc, elle a des intérêts notamment militaires, des intérêts effectivement économiques et géoéconomiques avec ses partenaires aussi. Donc, mais les États-Unis, encore une fois, je me répète, ne veut pas reproduire le recyclage du schéma qui a été fait pour l'Irak. Or, aujourd'hui, l'entité sioniste, c'est exactement ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire reproduire ce modus operandi, notamment l'Irak. Nous avons vu les conséquences. Le discours de ce Netanyahou lui-même en 2000 à l'ONU, qui disait effectivement, qui expliquait que l'Irak détenait cette bombe et que l'Iran effectivement est la prochaine. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de certes d'accointance idéologique et dogmatique, mais par contre les États-Unis aujourd'hui marchent sur des œufs. Les États-Unis aujourd'hui ne souhaitent pas ouvrir un nouveau front, notamment qui plus est sous la houlette d'un président Très bien. qui n'affectionne Et c'est pas pour la ça guerre. beaucoup disent Face aux attaques.
L'Iran exerce son droit à la légitime défense et riposte militairement. Une réponse qui ébranle le mythe de l'invincibilité israélienne. Pendant ce temps, le Maroc s'enfonce dans une normalisation contestée. Complicité militaire avec Israël. Vente de missiles. Silence officiel. Mais dans les rues marocaines, le peuple se lève, rejette les accords d'Abraham et dénonce cette trahison envers la cause palestinienne. S'il y a intervention américaine, elle sera limitée. Mais même si elle est limitée, ça va engendrer nécessairement une Cataclysme. réaction Un iranienne cataclysme. et donc un risque d'embrasement. Très bien, messieurs. Alors, il faut qu'on rappelle également que 20 pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, ont condamné l'agression sioniste sur l'Iran. Et dans la liste, c'est sans surprise qu'on ne retrouve pas le royaume du Maroc. Faisal. Absolument, parce que le Maroc a signé ce qu'on appelle, dans le cadre des accords d'Abraham, l'accord de normalisation des relations en 2020, et qu'à ce titre, le Maroc se considère comme allié de l'entité sioniste. D'ailleurs, ces derniers temps, le royaume est en train d'accorder, de distribuer des passeports pour les Israéliens, pour leur permettre de voyager librement dans le monde arabe. Donc l'alliance est allée très très loin. Et d'ailleurs, nous apprenons... Les passeports marocains. Oui, les passeports marocains, oui. Nous apprenons aussi que ces derniers jours, le mercredi 18 juin, le Maroc a réexpédié, parce que Mahdi parlait de missiles anti-aériens, parce qu'il y a une pénurie. C'est vrai que la dôme de fer et le système Arrow a montré ses limites face aux missiles balistiques et hypersoniques iraniens. Le Maroc a réexpédié une cargaison de missiles Barak MX ou Barak 8. C'est un système antimissile sophistiqué qui a été acheté pour la somme de 500 millions de dollars par Rabat à Israël, et l'entité sioniste a besoin de ces armes, donc elle les a vendues au Maroc, mais elle les a récupérées pour souligner un peu le degré de complicité entre le régime de Rabat et l'entité sioniste, parce qu'il y a aussi même des aides qui arrivent ou des renforts à travers l'aéroport de Ben Gourion, qui est officiellement fermé, mais quand même il y a des avions qui atterrissent, notamment qui viennent donc du royaume du Maroc. Alors au moment où le monde entier, ou presque le monde entier, dénonce l'agression iranienne, l'agression sioniste contre l'Iran, il y a des pays, qui l'avait souligné Louhat, qui n'a pas signé le communiqué des 20 pays arabo-musulmans qui dénoncent l'agression, et un pays qui donc continue de soutenir d'une manière ou d'une autre l'entité sioniste. Sans compter qu'il y a énormément de chefs militaires israéliens qui se sont rendus au Maroc ces derniers temps. Tout à fait. Non, mais j'aimerais revenir sur un fait très important, effectivement. Faisal, tu le soulignes. C'est une information quand même de la plus haute importance, et elle est très stratégique, elle est très révélatrice. De sources informées, effectivement, l'entité sioniste décide d'une manière unilatérale de retirer, je dis bien, et réacheminer ces antimissiles vers l'entité sioniste, effectivement. Et surtout, comme tu l'as dit à juste titre, dans le cadre de la normalisation des accords d'Abraham, avec cette espèce de illusion sécuritaire, notamment puisqu'aujourd'hui, le Merzen le vit dans sa chair, puisque c'est une humiliation, notamment de ce Merzen, qui découvre finalement que le Maroc a acheté des missiles, mais a vendu sa dignité. Oui. D'accord. Et puis surtout aussi, il apprend à ses dépens que l'entité sioniste ne protège pas ses alliés, elle les expose aujourd'hui, puisqu'ils sont dénudés, ils sont effectivement sans défense. Elle les utilise, effectivement. Et je dirais aussi à travers ce geste fort, qui est un jalon quand même important, dans le cadre de ce qui a été vendu, de ces accords d'Abraham qui assurent sécurité, croissance, essor, rayonnement des pays normalisateurs. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, quand on pactise avec un occupant, on prépare déjà l'occupation de son propre territoire, et le Merzen l'a compris à ses dépens. Intéressant de rappeler le niveau de panique. Il ne faut pas perdre de vue, c'est important. Parce que le Maroc était le petit chéri des sionistes, qui soi-disant à un moment donné menaçaient l'Algérie. Ils sont en train de dénuder le Maroc de systèmes de défense hyper élaborés qu'ils ont payés, effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire ça. 500 milliards de dollars. 500 milliards. Mais surtout, ils ramènent ça là-bas. C'est vous dire à quel point ils n'en ont plus les moyens, parce que ces missiles sont difficiles à fabriquer et coûtent cher. Il faut noter aussi, Nohat, qu'il y a des manifestations au Maroc depuis un certain temps contre la normalisation. C'est pratiquement quotidiennement.
Évidemment, ça ne paraît pas dans les médias mainstream, etc., y compris les médias marocains. Et il faut souligner aussi qu'au Maroc, la situation sociale est très difficile. L'économie marocaine passe par des moments très très difficiles. Et c'est la population qui en souffre. Et on voit dans les images comment ces manifestations dénoncent la normalisation parce que le peuple marocain n'est pas forcément avec le palais royal qui a pactisé avec le diable. Et il y a cette information qui vient de tomber également. L'Iran qui a annoncé qu'il bombarderait tous les pays qui voudrait aider donc l'entité sioniste. Une dernière question pour vous, Monsieur Larladj. Le Maroc complice décomplexé de l'entité sioniste? Depuis la signature des accords d'Abraham, c'est effectivement l'ensemble des États arabes signataires de ces accords ont renforcé leur coopération militaire avec Israël. Et les derniers chiffres liés aux exportations d'armes israéliennes dans le monde montrent qu'il y a un certain nombre de pays arabes, notamment le Maroc, qui ont apporté beaucoup d'armes d'Israël. 24 milliards pour donner le chiffre, Oui. 24 milliards. Sans oublier également que les chefs militaires, donc ces criminels, se sont rendus en masse au niveau donc du Royaume du Maroc. Ils ont vraiment défilé, on les a vus. On l'a vu, nous, dans nos informations, contrairement aux médias mainstream qui ne le racontent pas. Rapidement, juste pour damer le pion encore une fois à ce Merzen qui finalement n'a pas ni de dignité ni d'honneur, je rappelle que ce même Merzen achemine des aides humanitaires à l'entité sioniste pendant cette guerre. C'est honteux ça. Sans parler effectivement qu'il était un peu une zone de transition, effectivement de fret maritime pour les armements, alors que certains pays occidentaux l'avaient refusé. Donc c'est juste pour un peu contextualiser la gravité, la dangerosité de ce les grandes manifestations dans les rues marocaines. Le peuple marocain est opposé. D'ailleurs, la société civile marocaine, elle est non seulement contre cette normalisation au lendemain de sa signature, mais elle est aussi contre cette hégémonie, notamment de l'empire, du royaume du roi notamment, qui a, je rappelle que son Premier ministre est un multimilliardaire, en dollars, pas en dirhams. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de décorrélation entre la haute sphère gouvernante et le petit peuple finalement qui aujourd'hui est au bord notamment de je dirais, l'explosion et l'implosion sociale, puisqu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas de manifestation pour le peuple palestinien en soutien effectivement et contre la normalisation, mais surtout aussi pour réclamer les droits les plus fondamentaux, à savoir vivre dignement, vivre sereinement dans un territoire qui finalement a été, je dirais, vendu, bradé. Parce que vendu, on a une contrepartie, c'est bradé pour l'entité sioniste qui aujourd'hui jouit justement de ce territoire. Et une dernière information importante qui vient de tomber, donc qui vient d'être relayée par les médias iraniens. La 19e salve de missiles balistiques et de drones a été tirée vers les territoires palestiniens occupés. Elle cible les régions du nord et du sud. Mesdames et messieurs, restez avec nous, on revient dans quelques instants. L'Algérie renforce aussi sa sécurité numérique. Un partenariat stratégique avec la Corée du Sud vise à contrer les cybermenaces et à gagner en souveraineté digitale. C'est une réponse directe aux nouvelles formes de guerre hybride. Sur le plan diplomatique, l'Algérie reste fidèle à ses principes. Elle condamne fermement l'agression israélienne contre l'Iran, dénonçant une violation grave du droit international et l'hypocrisie des puissances occidentales.